Le seul avantage de cette décision, c'est que ça permet enfin justement de mettre bas les masques, parce que ce type de décision absurde, il y en a tous les jours aujourd'hui. Éric Zemmour parlait à une époque de coup d'état des juges, on y est. C'est-à-dire qu'on voit un ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui dit vouloir des choses, qui prend des risques, mais il ne peut rien faire. Et cet homme, de toute façon, c'était prédit qu'il finirait comme ça. Pourquoi ? Parce que le juge va dire « Ah oui, mais il a un hébergement ». Bah oui, ça fait des années que la France accorde des hébergements. L'hébergement est même devenu obligatoire aujourd'hui en France pour les clandestins. Sinon, les clandestins, les irréguliers, les étrangers, sinon les préfectures sont condamnées aujourd'hui. Et il y a également ces associations qui vont l'aider parce que cet homme, pour le libérer aujourd'hui, par exemple, du CRA, il y a une association qui s'appelle le GISTI, qui est également financée par l'État, financée par Open Society, qui s'est constituée partie civile. Il y a les avocats payés par l'aide juridictionnelle. Donc, de toute façon, c'est ce qui devait se passer. Et nous, on est là, obligés de contempler tout cela en réalisant que finalement, l'homme politique français n'a plus véritablement de pouvoir. Moi, je pense que vous avez raison. Cet homme, il va rester sur le territoire de toute façon. Aujourd'hui, les tribunaux administratifs, la justice administrative est là pour régulariser massivement des clandestins. On est sur un taux de réussite d'un clandestin au niveau national de 30% lorsqu'il se présente devant un juge administratif. Il y a certains tribunaux administratifs où vous avez plus d'une chance sur deux de gagner. C'est exactement ce qui se produit aujourd'hui. C'est une idéologie. Et il y a, vous rajoutez à ça l'article 8 de la CEDH, c'est tout un arsenal. À aucun moment on dit on veut changer la loi, mais c'est tout en profondeur qu'il faut changer. Allez-y. Parce que déjà, il y a des décisions qui ne sont pas les mêmes selon les tribunaux administratifs. On l'a vu, là, pour le cas, on l'a vu. Que le juge s'est laissé à son appréciation de considérer que l'homme est dangereux et que potentiellement il a changé. Il y a énormément de cas de gens, par exemple, de clandestins qui ont été condamnés pour viol, qui ont fait 6 ans de prison. Ensuite, en sont ressortis et finalement, le juge administratif a considéré qu'il n'y avait pas lieu d'avoir une OQTF parce que depuis sa sortie de prison, il avait changé. Donc on a bien conscience qu'à ce moment-là, cette appréciation du juge, elle est quand même très marquée à gauche. Et c'est ça la problématique aujourd'hui, c'est que ce qu'il faut être capable de dire quand on parle d'état de droit, c'est pas la loi qu'il faut changer, c'est la Constitution. Parce qu'aujourd'hui, c'est le Conseil constitutionnel qui décide de donner énormément de droits, d'aider les avocats, d'aider les ONG, les associations à lutter contre l'État et contre les préfectures. Donc c'est la Constitution. Et c'est d'être capable de comprendre quoi ? Que les tribunaux administratifs aujourd'hui sont remplis de gens qui luttent contre l'État français. C'est une réalité. Ce sont justement des idéologues. Donc, ne soyons pas naïfs. Ils feront tout pour faire en sorte que les clandestins restent. Vous êtes un grand naïf. Mais bien entendu, ce soir, c'est 2 mètres de naïveté. Vous découvrez que dans les tribunaux administratifs, je le découvre pas, il y a des magistrats rouges. Mais non, mais vous nous avez dit que c'était que de la... Changez la couleur de votre couverture. Quand c'est arrivé à Doualem, ici sur le plateau, j'ai dit qu'à la fin, il reviendrait et il aurait de l'argent. Parce que c'est ce qui arrive tout le temps. Ça fait réagir, hein. Ça fait réagir, messieurs, dames. Aujourd'hui, Gauthier, c'est tout système. Et il ne paiera pas de TVA. Par exemple, Gauthier, si ce monsieur-là n'avait pas d'hébergement, qui demandait un hébergement et que sous 3 semaines, on ne lui donnait pas. Eh ben, il faisait... Comme le tueur de Philippines. Oui, mais vu qu'on manque d'éléments, souvent on manque d'hôtels, on manque de places, eh ben, l'État derrière, il peut payer jusqu'à 3 000 € le clandestin pour lui demander pardon parce qu'il lui a pas trouvé de chambre d'hôtel. Vous savez ce que je vois arriver ? C'est ça qui se passe aujourd'hui. Il y a des dizaines, des centaines de millions d'euros qui sont distribués en permanence. Et dans ce cas-là, on voit ce que c'est, mais on demande des efforts aux Français. Vous savez ce que je ne sais pas comment faire. Je mets mon billet que dans quelques années, il sera naturalisé français. Oui, alors ça, je sais. Bah oui. Parce qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui ont été naturalisés français. On n'est plus à ça près. On n'est plus à ça près. Mais comme ça, il pourra... Et donnez-lui un HLM aussi. La différence, c'est qu'il pourra devenir député LFI s'il est naturalisé français. Attendez, vous avez dit quoi ? La différence, c'est que s'il est naturalisé français, il pourra devenir député de la France Insoumise. Ah bah voilà. Ils en auront un de plus. À partir du moment où il est régularisé, là, il rentre dans le système social. Moi, je lui conseille d'aller faire ses soins au maximum en attendant la prochaine... Ah bah l'AME, hein. L'AME, c'est open bar, donc il peut... en profiter jusqu'au bout. Oui. Je suis sûr qu'il y a déjà des gens en train de se dire on va faire un film sur lui, on va faire une BD sur lui. Mais vous savez, ça existe aujourd'hui, des gens qui ont été condamnés au QTF clandestin, où les assos font des BD, ça devient les fans des festivals. Oui, mais on est dans ce monde-là. Et quand on le raconte, on nous dit c'est de la fake news. Là, on le vit en direct, mais des cas comme ça, il y en a tout le temps. Ah mais en soi, par rapport à l'esprit même de la Constitution française, bien entendu. Mais encore une fois, il n'y a que les naïfs aujourd'hui qui pensent que la Constitution n'est pas utilisée à des fins idéologiques, par nos gouvernants, notamment sur les sujets migratoires. Et elle a bien entendu raison, parce qu'on sait aussi très bien qu'il y a de la fraude là-bas à Mayotte. Lorsque la femme, elle arrive, eh bien, il y a des gens qui sont réguliers sur le territoire à Mayotte qui disent « c'est moi le père ». Et donc, il y a énormément de faux documents qui sont en circulation. Et derrière, de l'autre côté, une fois que son enfant va devenir légal, va devenir français, elle-même va pouvoir être légalisée. C'est ça la logique à long terme. Et ensuite, elle pourra également demander une naturalisation.
Et donc, c'est ce qu'explique Marine Le Pen, c'est qu'au fur et à mesure, on démultiplie le nombre de gens qui ensuite accèdent au droit français. Il y a des dizaines de milliers de talents français qui sortent de Bac+5, Bac+7, qui quittent le pays. Moi, j'aimerais bien qu'elle parle plutôt de ces talents-là. Parce que ce n'est pas des Bac+5 aujourd'hui qu'on importe sur le territoire français. J'aimerais donner quelques chiffres quand même. Vous citiez effectivement les 500 000 étrangers légaux sur le territoire français qui sont au chômage. Commençons par les mettre au travail. Il y a également aujourd'hui les immigrés en provenance du Maghreb. Parmi eux, c'est 33% d'inactifs. C'est 7 points de plus qu'un immigré en provenance d'un pays de l'Union européenne. Donc, ce qu'elle ne dit pas, c'est qu'elle est en train d'importer des gens qui vont travailler 1, 2 ans, 3 ans, et après qui vont rentrer et profiter du système social, ou comme l'ensemble des gens qui sont payés, sous-payés à 1 000 €, 1 200 € vont se dire il vaut mieux rester à la maison. Et en règle générale, parce que ce sont des familles aussi qui ont beaucoup d'enfants, il y aura les allocations familiales derrière, il y a les HLM aujourd'hui derrière. Là, vraiment, et si donc, on veut faire dans le climat, dans le la famille maghrébine qui a beaucoup d'enfants, vraiment on est dans le 36-15 clichés quoi. Non, une femme algérienne, vous basez sur quel chiffre? Femme algérienne, taux de fécondité 3,5 enfants par femme. Pardonnez-moi Amine. Oui. Ensuite, ce que je voudrais dire, c'est qu'aujourd'hui, on a 27 pays dans l'Union européenne. Tous les pays de l'Est, ils veulent travailler. Pourquoi ? Il y a la Bulgare, il y a les Bulgares, il y a les Macédoniens, il y a les Grecs. Pourquoi on ne fait pas appel à cette main-d'œuvre aujourd'hui ? Moi, ça me surprend à chaque fois. On aime l'Europe et on ne se dit pas, bah tiens, on ferait peut-être travailler les Européens. L'immigration de travail ne vous dérange pas ? C'est sa provenance qui vous pose un problème. Non, ce que j'aime... Non, mais faut poser... Vous êtes habitué à dire les choses de manière assez limpide et claire. Bien sûr. Je ne vous ferai pas le procès d'être dans de la dissimulation. Mais donc, manifestement... Vous dites que votre souci n'est pas l'immigration de travail, mais sa provenance. En partie, oui. Voilà, bien sûr, parce que je pense que les Français, il faut les remettre au travail. Aujourd'hui, je pense que c'est un premier point. Et ensuite, je pense quoi ? Je pense qu'au prétexte de l'immigration de travail, on fait venir des gens qui ont une culture en règle générale. On voit quand même qu'il y a un petit problème. On pourrait peut-être se lancer sur un débat sur l'assimilation, mais là-dessus, on partage cet élément-là. Et ces gens-là, une fois qu'ils sont sur le territoire, de toute façon, s'ils arrêtent de travailler, on ne va pas les renvoyer chez eux parce que d'ici là, ils seront mariés. Et s'ils sont mariés à une Française issus de leur diaspora, parce qu'il y a un phénomène de diaspora, eux-mêmes, derrière, vont être naturalisés. Bon. Donc c'est ça le phénomène aujourd'hui, l'immigration de travail. Réponse d'Amine et puis cache une immigration familiale. Qu'il y ait des problèmes avec une partie de l'immigration, ce n'est pas moi, compte tenu de tout ce que j'ai pu raconter depuis des années, qui vais ici tenter de le nier. Et je connais cette réalité. Je pense en revanche que la réalité précisément est parfois peut-être un poil ou un chouïa, si je puis me permettre, plus complexe. Par exemple, à Polytechnique, il y a énormément d'étudiants marocains. Pourquoi ? Parce que les jeunes Marocains sont particulièrement excellents en mathématiques. Ne me demandez pas la raison, je l'ignore, mais il se trouve que les jeunes Marocains, par exemple, excellent en mathématiques. Mais qui, vous voyez, c'est ça. On ne peut pas dire. Vous me dites que les Français sont nuls. Moi, est-ce que je vous ai dit que les Français étaient nuls ? Éric Tegner, vous voyez, les Marocains. On essaie d'apporter. Éric Tegner, on essaie d'apporter un peu. Très bien. Nuls en maths et ça s'écroule. L'un après l'autre. L'un de mathématiques. Non mais très bien, il n'y a pas de souci. Encore une fois, vous voyez, j'essaie juste de vous dire que c'est peut-être un poil nuancé. Et je vous cite un exemple précis, documenté sur le fait que les jeunes Marocains à Polytechnique excellent en mathématiques. Et la réponse que vous me faites, qui est d'une caricature insensée, c'est que si vous dites que les Marocains sont excellents, ça veut dire que les Français sont nuls. Je n'ai jamais dit ça. Donc je vous dis simplement que c'est parfois un peu plus complexe. Et j'en reviens à ce que je disais au début, c'est que visiblement, le sujet vous concernant, ce n'est pas l'immigration illégale, puisque vous dites les Grecs, les Polonais, etc., on peut les accueillir. Donc c'est l'origine de cette immigration. Oui, c'est ce que j'ai dit, bien entendu. Mais parce que vous jugez qu'il y a un trop grand gap de civilisation culturelle entre les pays du Maghreb et la France, contrairement à la France avec les pays d'Europe de l'Est. C'est ça que vous pensez ? Il n'y a pas de débat, il y a des problématiques d'insécurité, des problématiques d'assimilation aujourd'hui qui sont posées. Et quand de rapport à la femme dans la société ? Mais bien entendu, de rapport à la femme dans la société et du fait qu'aussi derrière, c'est une immigration de masse qui arrive. Mais sur ce que vous disiez sur les Marocains à Polytechnique, en fait, vous avez la même argumentation que Mme Brand-Pivet, qui au lieu de se dire on pousse des Français à travailler parce qu'il y a une logique d'assistanat, de toute façon, on va faire appel à l'immigration.
Et vous vous réfugiez derrière le fait qu'il y a des Marocains en Polytechnique. Oui. Eux de vous concentrer. Allez, la parole circule un petit peu. Éric Revel, je vous ai parce que vous voulez faire un câlin collectif avec Éric Tegner pour. Alors normalement oui, parce qu'ils sont dans le camp des Non, mais humains. On n'est peut-être pas obligé d'aller jusque-là quand C'est même. passionnant. Je vais vous dire la différence. Je vais vous dire mais ils pourquoi vont parler de on câlins, règle pas le problème de l'immigration depuis 30 ans. Parce qu'en fait, À chaque fois, on finit par céder face à de l'humanisme. Parce que vous savez, chaque face dossier. L'humanisme, c'est pas une injure, Pas- hein, c'est pas mais moi, je suis c'est pas une désolé. maladie d'être humaniste. hein. je pense que les migrants qu'on refuse de venir sur le sol, Ouais. ils sont pas tous méchants. Donc, non, mais c'est vrai que vous vous retrouvez face à des gens, à un moment, ils peuvent être émouvants, ils peuvent aimer, ils peuvent vouloir venir, mais il faut dire non, il faut dire non. Oui, mais il faut dire non. Il faut dire non. On fait toujours des cas particuliers. On est toujours en train d'émouvoir les gens, etc. Et on est incapable de se dire qu'à un moment, si on veut arrêter, on arrête. Parce que sinon, vous savez, l'immigration, là, qui vient, les 500 000 qui sont entrés sur le territoire cette année, il y a une grande part, c'est des étudiants. Oui. Fameux étudiants marocains. le Et premier vous allez me dire, ah, les Marocains, pas les autres. critère pour Tout les le monde titres de va trouver séjour. quelque chose. Et au bout du compte, on va jamais les baisser. Et dans le même temps, il voit pourtant un ministre de l'Intérieur qui essaie de dire, je fais mon maximum. C'est-à-dire que les Français qui nous regardent ce C'est sans doute soir, vrai. ils se sentent, mais bien sûr, je le Ben, pense, c'est vrai. mais ils se sentent démunis. Ils se disent à quel moment, justement, moi, Français, on va m'aider. En ce moment, on leur demande toujours plus d'impôts, d'augmentation des taxes. Et ce monsieur, qui est un étranger illégal, qui insulte et qui appelle à la menace vis-à-vis de Français, eh bien, ce monsieur-là, on l'accueille, on met tout un système pour respecter les droits, alors qu'en Algérie, il n'en respecte aucun droit. Et c'est ça, ce problème. Et ça donne d'exemple à d'autres gens. Parce que ça, ce cas-là, il est démultiplié par des centaines chaque année. Et c'est ça qui scandalise les Français à un moment. Ils se disent, en fait, ils ont l'impression qu'on fuit toujours le débat sur l'immigration parce qu'on nous dit justement, ce que vous disiez un peu tout à l'heure, c'est plus compliqué que cela. Moi, je pense que le juge administratif ce soir, il aurait répondu la même chose. C'est plus compliqué que cela. Cette phrase, les Français, je pense qu'ils en ont ras-le-bol. Je respecte trop la colonne vertébrale idéologique de Bruno Retailleau pour vous laisser dire qu'il fonctionne du même pas avec Gérald Darmanin. Parce que Gérald Darmanin, il y a 2 jours, il était sur France 5, sur C'est à vous, et qu'est-ce qu'il a dit au sujet de l'immigration ? Au moment où chez Chiffres sortait, il a dit « L'immigration n'est pas mauvaise pour le pays, c'est un fait qui sera de plus en plus important, il faut écouter le mouvement du monde ». Moi, je vois pas une énorme différence Non, avec ce que peuvent dire les gens de gauche. Bon, là, il était. Peut-être qu'il est sur le service public, donc il adapte. Non, mais c'est une différence encore avec Bruno Retailleau qui, pour le coup, a une constance idéologique. Voilà, mais ce que je voulais vous dire, c'est qu'en général, et vous savez très bien, Eric, en général, on a plutôt un ministre de la Justice qui accroche sa légion d'honneur de gauche parce qu'il est ministre de la Justice, et un ministre de l'Intérieur qui a des positions plus à droite, plus sécuritaire, plus anti-immigration, c'est un fait. Là, aujourd'hui, on a quand même un Gérald Darmanin qui a été ministre de l'Intérieur, qui a porté aussi ce combat contre l'islam radical, et on a un Bruno Retailleau qui est à l'intérieur. Donc moi, je trouve que pour une fois qu'on a quand même peu de différence, alors vous me sortez une citation, je pourrais vous en sortir d'autres, où Gérald Darmanin... Il y a 2 jours. Non mais d'accord, mais oui, d'accord. Mais il y en a d'autres. Ce que je veux vous dire, c'est que vous êtes d'accord ou pas pour dire qu'on a quand même un couple ministre de la Justice et ministre de l'Intérieur. On est tellement habitué à avoir des gens de gauche que quand quelqu'un est un peu plus à droite, on est obligé de s'en satisfaire. Mayotte, il y a un phénomène génial avec Amin El Khatmi, c'est que c'est un peu comme si avant 2011 et l'invention de Twitter, il n'y avait pas d'islamistes. Vous savez, c'est pas parce qu'à un moment, C'est à à moi l'époque, que vous dites ça, vraiment. non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y avait pas de tweet. Vous êtes culotté. Ce que je veux vous expliquer, c'est qu'en fait, quand vous dites ça, vous ouvrez une brèche au frérisme. Vous savez très bien ce qui se passe. Ce qui se passe depuis plusieurs années. À moi, oui, mais vous savez très moi, bien. je suis menacé de mort par les islamistes. Non, vous l'avez dit. Donc, non, laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Non, mais moi, j'accepte tous les arguments. Mais moi, je suis menacé de mort. Je suis menacé de mort par les islamistes. Mais et je suis encore plus menacé que d'autres. Je suis le premier à vous avoir soutenu. Je sais très bien. Donc, ne me faites pas. Oui, mais ça vous êtes à 2 doigts de me traiter d'islamo-gauchiste. Non, mais ça n'empêche pas qu'on puisse ouvrir des brèches. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, qu'a fait ce monsieur ? Il a mis, comme vous l'avez très bien souligné, il a mis justement son profil en privé. C'est-à-dire qu'il ne l'assume pas. Donc, qu'est-ce qu'il donne comme exemple aux autres islamistes ? De ne pas faire ce genre de tweet. Donc, demain, la seule façon qu'on aura de juger aussi quelqu'un de ce qu'il pense vraiment, etc., c'est ce type. Parce que, bien entendu, que l'accoutrement signifie quelque chose. Non, mais Je trouve qu'il y a un phénomène génial avec Amin El Khatmi, c'est que c'est un peu comme si avant 2011 et l'invention de Twitter, il n'y avait pas d'islamistes. Vous savez, c'est pas parce qu'à un moment, C'est à à moi l'époque, que vous dites ça, vraiment. non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y avait pas de tweet. Vous êtes culotté. Ce que je veux vous expliquer, c'est qu'en fait,
quand vous dites ça, vous ouvrez une brèche au frérisme. Vous savez très bien ce qui se passe. Ce qui se passe depuis plusieurs années. Ça à moi. Oui, mais vous savez très moi, bien. je suis menacé de mort par les islamistes. Non, vous l'avez dit. Donc, non, laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Non, mais moi, j'accepte tous les arguments. Mais moi, je suis menacé de mort. Je suis menacé de mort par les islamistes. Mais et je suis encore plus menacé que d'autres. Je suis le premier à vous avoir soutenu. Je sais très bien. Donc, ne me faites pas. Oui, mais ça vous êtes à deux doigts de me traiter d'islamo-gauchiste. Non, mais ça n'empêche pas qu'on puisse ouvrir des brèches. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, qu'a fait ce monsieur? Il a mis, comme vous l'avez très bien souligné, il a mis justement son profil en privé. C'est-à-dire qu'il ne l'assume pas. Donc, qu'est-ce qu'il donne comme exemple aux autres islamistes? De ne pas faire ce genre de tweet. Donc, demain, la seule façon qu'on aura de juger aussi quelqu'un de ce qu'il pense vraiment, etc., c'est ce type. Parce que, bien entendu, que l'accoutrement signifie quelque chose. On avance. Gardez un peu d'espoir, Gauthier. Rien faire, c'est terminé. Il y a un grand avantage quand même avec cette affaire Doualem, c'est que ça révèle l'hypocrisie d'un système où on voit des hommes politiques faire des discours. En fait, on est dans une période où on n'a jamais vu un Premier ministre être aussi à droite sur les mots, en parlant de submersion migratoire, avec ce fameux duo justice-intérieur Darmanin-Retailleau. Et pourtant, on n'arrive pas à expulser cet homme. Parce que la réalité, c'est sur notre état de droit, ce que disait Bruno Retailleau une fois qu'il est devenu ministre de l'Intérieur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, de toute façon, quoi qu'on fasse, eh bien, les tribunaux administratifs, alliés à des associations, des avocats, tout ça subventionné par les impôts des Français, vont faire en sorte de casser les décisions parce qu'ils ont un objectif de régularisation massive de l'immigration et des clandestins, parce que c'est tout simplement un projet idéologique. Et tant qu'on est incapable de réformer la Constitution par un référendum, rien ne changera. Il y a un parallèle. Déjà, le premier parallèle qui devrait nous inquiéter, c'est qu'imaginez Mayotte, effectivement, la moitié de la population est étrangère et pour autant, une grande partie de notre classe politique ne se réveille toujours pas. On a une population mahoraise où ce sont des femmes qui se mobilisent dans la rue depuis des mois parce qu'ils disent qu'il y a un problème d'insécurité en raison des Comoriens. Des femmes de Mayotte qui pourtant, d'ailleurs, correspondent à certains codes d'une gauche, c'est-à-dire à 95% musulmanes, et on ne les écoute pas, on ne les entend pas. Parce qu'il y a un véritable projet immigrationniste de la part de ces gens de gauche et partagé aussi par certaines personnalités du centre qui ont quand même tardé à se positionner sur la question du droit du sol. Ça fracturait largement le camp présidentiel ces derniers mois ou l'année dernière quand Gérald Darmanin l'avait déjà évoqué. Parce que ces gens-là, ils sont en train d'expliquer aujourd'hui que le grand remplacement n'existe pas, mais le jour où véritablement ça sera en œuvre, le jour où véritablement la moitié de la population française sera issue de l'immigration, ils ne contesteront pas. Ils seront pour. C'est ça la réalité. Parce que ils sont déjà pour. Jean-Luc Mélenchon est déjà pour le grand remplacement. Bien entendu, mais y compris des gens aussi du centre. Il y a un projet immigrationniste qui est clair et on le voit sur Mayotte, on ne se réveille pas. Oui, dans une circulaire de 2021, la répartition des migrants sur l'ensemble des campagnes, les Français ces dernières années ont appris le mot CADA. Ils ont découvert qu'il y avait énormément d'endroits où des maires se retrouvaient à imposer avec un centre d'accueil pour migrants et pour réfugiés, parce que c'est le projet. Il considère, justement, Emmanuel Macron, ses alliés, mais de la même façon certaines autres personnes, que si la France aujourd'hui va voter trop à droite, parce que c'est ça qui les inquiète, ce qui les inquiète, c'est la fameuse montée de ce qu'ils appellent l'extrême droite, c'est parce que justement, on a trop concentré les problèmes, on a trop ghettoisé, et donc ils considèrent que simplement, il faut répartir, que ce n'est qu'une question de répartition. Mais le véritable problème, c'est que si les Français refusent cette répartition sur le territoire, on n'a plus de place dans les endroits comme la Seine-Saint-Denis. Et donc se pose la véritable question qui est de limiter considérablement l'immigration aujourd'hui. Mais dans le même temps, c'est l'éternel paradoxe. On le voit avec la Bretagne que je connais bien, avec l'arrivée de migrants qui arrivent en Bretagne depuis plusieurs années. La Bretagne commence à se réveiller d'un point de vue politique. Et donc c'est le drame. Peut-être qu'un jour la France se réveillera totalement, le jour où ça sera trop tard. Premier point, il y a toujours les professionnels de l'hypocrisie qui, de toute façon, n'assumeront jamais leur choix jusqu'au bout. Ces gens-là, il ne faut pas fondamentalement leur faire confiance. En revanche, c'est vrai que de mon côté, j'aurais préféré des spots publicitaires où on met en avant la répression. Parce que vous croyez vraiment qu'en ce moment, les grands dealers et les grands caïds de Marseille sont en train de faire une assemblée générale, en train de se dire « Attention, le ministère de l'Intérieur lance une contre-campagne ». Ça a le mérite d'exister. Bien sûr que ça a le mérite. Ça mange pas de pain. Mais je suis... vous avez entendu Laurence, mais moi, je suis assez d'accord. Elle dit oui, il faut faire un spot plus tard que l'eau mouille. Mais oui. Il y a un moment, on sait qu'il y a un problème sanitaire. Il y a des spots pour le tabagisme aussi. Hein. Gauthier, il y a des spots pour l'alcoolisme aussi. Faire un spot très bien, mais on sait que la cigarette tue et que l'alcool est dangereux. De presse pour en parler, comme si ça allait être une solution. C'est ça le problème aujourd'hui. À chaque fois, on nous sort cette... C'est pas l'alpha et l'oméga, mais ça a le mérite d'exister.
Oui, mais il n'y a pas besoin de trop en parler. Cette conférence de presse, je trouve que ça montre que Bruno Retailleau mise beaucoup dessus. Moi, en attendant, je préférais qu'on parle du rap aujourd'hui. C'est-à-dire, il y a des millions de jeunes qui, tous les jours, écoutent du rap, qui fait la promotion de ce type de choses. C'est pas cette campagne publicitaire qui a changé. Mais bien sûr, ceux qui consomment... Et quoi, on fait un spot publicitaire contre le rap ? Gauthier, vous croyez vraiment que celui qui consomme de la drogue, avec tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire une culture, vous croyez que c'est ce genre de pub qui le touche ? Et je vais vous dire, si ça en touche... N'oubliez que c'est tous les milieux sociaux qui sont concernés, Eric. Il n'y a pas que les jeunes qui écoutent du rap, qui fument du cannabis. Oui, mais ceux qui... si ça touche 3... Ceux sur qui c'est malade, c'est pas une pub qui va les empêcher. Et Eric Tegner, si ça en touche 3, eh bien, et qui arrêtent de consommer ensuite des stupéfiants, eh bien, ça sera 3 de sauvés. Voilà. 3 qui n'iront pas financer le trafic de drogue. Ça, je suis d'accord. Voilà, donc ça a le mérite d'exister. Oui. C'est pas sa seule réponse sur le trafic de drogue. C'est une réponse. Bon, voilà. PSC, LFI. Il se faisait traiter de collabo il y a un mois. On avait un socialiste sur le plateau qui disait c'est pas grave. Mais il n'y a aucun respect. Et de toute façon, la seule chose qui fonctionne aujourd'hui, il y a 2 choses qui fonctionnent à gauche. L'unité et la lutte antifasciste. Voilà. Donc en permanence, de toute façon, ils vont aller faire les castors, avec certains amis aussi alliés, on l'a vu avec Gabriel Attal, qui les appelait à se soutenir, parce qu'ils considèrent toujours qu'à chaque fois que la droite montre, c'est un peu comme s'il y avait les chars en bas de leur appartement et de leur immeuble. C'est ça aussi. Donc ils vont rejouer systématiquement la même chose.